RDS et Balco présente le petit paquet. Eh bien oui, un autre épisode. Regardons ça! Hein, avec des effets de mise en scène, la chaise qui tourne. On trouve moyen de se réinventer d'épisode en épisode. On a-tu embauché Robert Lepage on the side puis personne nous en a parlé? Ben, je pensais qu'il fallait pas en parler pour préserver sa réputation, mais oui, Robert Lepage a beaucoup à voir dans la mise en scène de notre émission. Mais on se disait, c'est le retour de la pyrotechnie depuis 2 semaines dans la WWE. Donc nous, on n'est pas encore rendu en pyrotechnie. Peut-être que la semaine prochaine, on arrivera avec des feux de Bengale. C'est ça de milieu. Ben, c'est ça, un petit peu de Bengale. Mais là, on va juste faire tourner les chaises pour l'instant. Faire tourner les chaises parce que François n'est pas là, comme si vous nous regardez en vidéo, vous allez remarquer. Sinon, vous ne l'entendrez pas en audio, à moins que vous hallucinez des affaires. On l'a perdu au combat, les gros rhumes d'enfants en automne. On va s'alterner, lui et moi, probablement là-dessus. On pourra faire des petits cris d'aigle pendant l'émission pour rappeler sa présence sous-jacente. Petit cri d'aigle, parce que là, dans le fond, moi, je le soupçonne d'avoir encore un peu mal au cœur de Hell in a Cell, de la WWE. Ça serait fort possible. On cherchait comment attaquer la semaine de lutte, parce que c'est ça qui ça vient compliqué. Il y a de la lutte le mercredi, le vendredi, le lundi, là, il y en a eu dimanche, il y en a ailleurs le mardi. Fait que là, essentiellement, la semaine de lutte arrête jamais. Nous, on est le jeudi matin. Fait que où on commence, je pense que moi, je voulais partir avec Hell in a Cell parce que c'est un gros morceau. Décevant dans l'ensemble, surtout à cause de la fin. Ben, surtout à cause de la fin. On commence en parlant de la fin. Moi, je commencerai avec la fin. Allons-y. Effectivement, gros match auquel on était... à propos duquel on était très enthousiaste. En fait, donc Bray Wyatt de Fiend. C'était pas son premier match. Il y avait eu un match dans cette gimmick-là. C'était contre Finn Balor. Donc, avant que Finn Balor disparaisse pour réapparaître éventuellement à NXT. Et donc, il y a encore beaucoup de fascination autour du personnage. La deuxième fois qu'on voyait son entrée spectaculaire là, avec sa lanterne modelée autour du visage de Bray Wyatt. Et quand le match commence, il y avait une espèce d'ambiance spéciale. On ne voit pas ça souvent de la WWE. Éclairage rouge systématique. Il y en a qui ont bien aimé ça. Moi, j'avoue que je n'étais pas certain d'à quel point l'effet était réussi. Mais bon, je comprenais quand même qu'est-ce qu'il essayait de faire. Puis éventuellement, on s'habituait. Cela dit, si le match en tant que tel était quand même correct, c'est les 5 dernières minutes où le bas a blessé. Le bas a blessé, la foule a débarqué complètement parce que la décision a été prise de protéger Seth Rollins en le faisant détruire The Fiend. J'ai pas compté les curb stomps, mais c'est minimum 10 que ça a pris pour niveler le Fiend au sol. Après ça, les chaises, les échelles, les coffres d'outils. Et tout ça, ce fiasco-là, s'est terminé sous les huées de la foule parce que l'arbitre a décidé d'arrêter le combat. Ce qui ressemblait à une disqualification, finalement, a été rétracté comme étant... Referee stoppage. un arrêt de l'arbitre parce que Seth Rollins est allé trop loin dans le Hell in a Cell. Même structure, on vous rappelle que l'Undertaker a lancé Mankind en bas, que le combat s'est poursuivi. Mais Seth Rollins a pris une clé à molette dans un coffre d'outils. C'était beaucoup trop pour l'arbitre. Puis c'est surtout, je trouve ça bizarre... Quand on garde en tête que le personnage de Fiend, c'est censé être un démon, c'est pas un humain. Donc, t'as pas besoin de le protéger comme s'il était un humain qui peut mourir, justement, parce qu'il est comme... Justement, il est surhumain. Alors, il y avait beaucoup de problèmes. Tu parlais du curb stomp qui a été utilisé à satiété. Déjà dans son match, Seth Rollins contre Braun Strowman, il y a de cela quelques semaines, il y en avait comme utilisé 3-4 avec un pedigree. Et c'est un des problèmes quand on utilise beaucoup de fois dans un même match un finisher qui n'est pas vendu par l'adversaire. Ben là, j'ai l'impression qu'on a brûlé le curb stomp là, pour une couple de mois. En fait, on a brûlé beaucoup de choses par rapport à Seth Rollins. Et, tu sais, je pense que le principal problème de ce match-là, c'est que on a préféré raconter l'histoire de Seth Rollins plutôt que raconter l'histoire de The Fiend Bray Wyatt. Tout le monde était là pour voir l'histoire de Bray Wyatt, mais c'est pas ça qu'on nous a servi. Là, on utilise Bray Wyatt comme un accessoire pour paver le chemin vers une espèce de descente aux enfers peut-être de Seth Rollins qui se résout à utiliser l'arme de son ennemi / mentor. Donc, il va puiser justement dans une espèce de zone sombre à l'intérieur de lui-même, mais
On ne veut pas voir ça. On n'a pas besoin de voir ça. Et là, justement, on n'a pas vu Seth Rollins à Raw lundi. On n'a pas vu Bray Wyatt à Raw lundi. On a à peine évoqué le match qui s'est passé la veille, ce qui est très, très rare. Alors, j'ai l'impression que si la WWE avait un plan précis avec cette fin-là, ben, on aurait construit sur celle-là tout de suite le lendemain. Cela dit, le fait qu'on ne l'assume pas, ça montre que finalement, peut-être qu'ils regrettent leur décision. Ouais, non, c'est ça, parce que tu l'as dit, c'était l'histoire de Seth Rollins. Une de mes craintes cet été avec The Fiend, c'est qu'il soit le monstre du mois de quelqu'un. Présentement, c'est le cas. Ils vont peut-être rattraper la balle au bon, mais pour l'instant, il a été un élément de remplissage pour Seth Rollins. Et là, ce qu'on a entendu par la suite dans les échos, c'est que c'était la décision de Vince McMahon de commencer la nouvelle WWE avec Brock Lesnar, Seth Rollins comme champion masculin et avec Becky Lynch et Charlotte comme championne féminine. On va en parler un peu tantôt là, de Charlotte qui a gagné à Hell in a Cell. Mais Vince avait ces 4 champions-là en tête et le chemin pour y arriver était relativement pas important. Mais ça a l'air qu'il y a eu un aveu d'erreur. Probablement que c'est pour ça qu'on n'a pas parlé à Raw. Parce qu'il fallait qu'ils revoient leur approche. Je pense qu'ils ont réalisé aussi que les gens n'étaient pas du tout investis dans cette histoire-là, parce que là, c'était à la sortie des ondes. Il l'était jusqu'à la fin du match. C'est ça. Mais les gens, comme, demandaient un remboursement, ça scandait AEW. Restart the match. C'est ça. Là. Donc, le résultat en tant que tel, tu peux garder Seth Rollins champion, c'est pas tant ça le problème. C'est l'exécution était vraiment, vraiment, vraiment mal avisée. C'est ça. Et là, on se retrouve avec Seth Rollins, champion du monde, absent de Raw. The Fiend, qu'il faut soit le repousser ou admettre que ça vient de mourir là. Ça serait une catastrophe. Ça serait une catastrophe. Ou il va aller à SmackDown parce que Fox l'aurait réclamé. Donc, il y a encore du potentiel. Le draft est vendredi, on vous le rappelle. Le Fox, sa deuxième émission sera avec le repêchage de la WWE. On n'a pas de scoop, il n'y a pas de rumeur. Ça a l'air que même les lutteurs ne savent pas où ils vont aboutir. Le repêchage, par contre, ça ne sera pas 100% à l'émission de vendredi. C'est séparé aussi à Raw. Puis là, on nous sort les mêmes lignes qu'à l'habitude. Les équipes peuvent potentiellement être séparées. C'est déjà arrivé que les commentateurs soient séparés. D'ailleurs, parenthèse, commentateurs, on a une nouvelle équipe à Raw depuis la semaine dernière. Donc, comment il s'appelle? Vic Joseph, Dio Madin et Jerry Lawler. Bon, Vic Joseph fait un travail honnête. C'est juste que Dio Madin, ce gars-là, je pense qu'il était lutteur un peu à NXT. Il a fait genre 2 semaines de commentateur à 205. Puis là, ils le mettent à la table à Raw. Et pour l'instant, il a l'air un peu dépassé par les événements. C'est un gros step. Mettons qu'il... On peut lui laisser apprendre, c'est pas grave, là, mais c'est une pas pire step. Là. Ça paraît qu'il manque un peu d'expérience. Il manque de personnalité pour l'instant, c'est surtout ça le problème. C'est pas Lawler qui l'aide, parce que Lawler, présentement, est comme une version pas adoucie, mais restreinte de ce qui a déjà été. Mais il reste quand même, bizarrement, ce qu'il y a de mieux présentement à cette table de commentateurs-là. Il en échappe une coupe, par exemple. Il est comme pas capable de pas être un peu sexiste, vieux mononcle dégueulasse. Fait que même contrôlé, il en échappe une fois de temps en temps. Ils sont juste moins sévères qu'à l'époque où il parlait de seins et de poppies. Avec la storyline de Lana, peut-être la semaine prochaine, il va échapper un poppies. Il s'échappe encore sur Lacey Evans, notamment. Il y avait un extrait qui est ressorti là, qui parlait des Marines puis de l'armée qui passait le tour. Je me disais, c'était terrain glissant, puis c'est ça c'est l'équipe de Raw, comme tu disais, puis personne n'est protégé. Moi, la question que j'aime du repêchage, c'est qui fait les choix? Il n'y a pas de figure d'autorité à l'écran. Qui draft? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils présentent ça comme si c'était les executives de Fox contre les executives de USA qui faisaient les choix. J'avoue, à bout de ligne, c'est sûrement pas le cas, véritablement, mais ça se défend d'un point de vue kayfabe. Chaque réseau veut avoir les meilleurs lutteurs dans une dynamique de guerre de réseau. Je trouve ça intéressant. C'est pas ça qui va m'attirer devant mon écran. Je vais écouter parce que on a une émission à faire, mais je trouve ça quand même un peu relativement novateur comme angle. Ouais, puis tu sais, on va parler un peu plus de SmackDown. Moi, je dois avouer que présentement, je suis pas en train de me dire que c'est un rendez-vous incontournable. Ça risque d'être un enregistrement que je vais me taper durant la fin de semaine. Mais vendredi soir, tu veux pas être devant ta TV. Vendredi soir, la semaine est longue, puis le rendu là, ils m'ont pas convaincu sur la première édition. Puis Hell in a Cell, honnêtement, moi, est un clou dans le cercueil parce que j'avais plus du tout envie de regarder Raw le lendemain. Déjà que j'étais un client un peu difficile, puis j'étais déjà sur la clôture du je le regarde pas. Hell in a Cell m'a achevé, mais
au lieu de s'acharner sur la fin de l'NSL, c'était mauvais, fine, on peut fermer le dossier, il y a quand même du bon qui est ressorti de l'NSL. Ben, c'est ça, la structure de ce gala-là, ça a commencé super fort et ça a été une lente descente aux enfers. Plus on progressait dans le pay-per-view. Premier match d'ouverture, donc Becky contre Sasha Banks, c'était tout feu, tout flamme, ce match-là. Là, vraiment, une performance éclatante. Puis c'était tant mieux pour Sasha Banks, parce qu'on se souviendra, il y a peut-être 2-3 ans environ, elle avait, avec Charlotte, participé au premier match féminin LNSL. C'était à Boston, me semble, c'était dans sa ville natale. Et ça s'était pas très bien passé, le match. Il y avait eu beaucoup de botches, beaucoup d'erreurs. Et on était resté avec une espèce de sentiment d'occasion manquée. Cela dit, là, elle s'est reprise de façon spectaculaire. On a l'impression, je sais pas, quand on voit des matchs LNSL, que tout a déjà été fait en termes d'inventivité. Mais non, les filles ont réussi à amener ça un petit peu plus loin. Des fois, c'est pas les spots qui sont les plus impressionnants, mais ils ont de la valeur juste par leur inventivité, notamment quand ils ont réussi à accrocher une chaise avec des candlesticks dans le coin de la cellule et faire une espèce de dropkick avec ça. C'était un peu gadget, mais bon, pourquoi pas? C'est l'occasion de faire des affaires gadget comme ça. Alors, je m'attendais à ce que Sasha Banks gagne, bien honnêtement. J'ai été un petit peu surpris par la fin, mais en même temps, on peut pas chialer d'avoir Becky Lynch comme championne. Elle est tellement bonne. Encore aujourd'hui, s'il y a bien quelqu'un qui ne s'essouffle pas, selon moi, c'est Becky Lynch. Tu peux la garder forte, c'est pas vraiment un problème. Là, je pense que c'est une belle rivalité. Là, Sasha a l'air soit vraiment blessée ou juste un peu amochée. Fait qu'ils vont la tenir un peu écartée du portrait. Tu sais, ça lançait LNSL. Tu parlais de gadget, la cage est rouge. Ça aussi, c'était bien gadget. L'année passée, je pense que c'était rouge déjà. Ça se peut. J'avais peut-être oublié cette information-là. Puis tu sais, là, je parlais du positif. Le reste de la carte, tu regardais LNSL, puis je suis comme, hey, ça ressemble pas mal à ce que j'ai vu à Raw et SmackDown dans les derniers 2 mois. Hein, c'est beaucoup de redites. Des combats par équipe. Là, Daniel Bryan contre Harper Rowan. C'était tel que tel. C'était pas mauvais, c'était pas bon. C'était ça. Randy Orton Ali, on l'a déjà vu. Ou... Moi, je pense que je l'ai déjà vu, puis c'est peut-être pas arrivé. Je suis même pas sûr. En fait, c'est ça, me semble, un pay-per-view, logiquement, devrait permettre à des rivalités d'aboutir. Sauf que là, le gala a commencé, puis je pense que la carte finale avait été annoncée la journée même, mais si tu te fiais juste à Raw et à SmackDown, je pense qu'il avait annoncé 3 ou 4 matchs seulement sur les 6-7 qui a eu lieu. Donc là, tu sais, un match finissait, puis là, juste après, de OC qui arrive contre je sais plus trop qui, puis OK, fine, c'est un match, mais on était vraiment dans un Raw ou dans un SmackDown, pas d'implication, donc ça, j'ai trouvé ça malheureux. C'est là que j'ai commencé à déchanter, maintenant. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, où est-ce qu'ils l'ont racheté un petit peu, ils se sont dit, on va faire des changements de titres. Des titres mineurs peut-être, si on parle des championnats par équipe féminin notamment, parce que le combat n'était pas annoncé. Ça, c'est vrai, ça, c'était pas pire. Et là, les Kabuki Warriors sont devenus méchantes avec des gros guillemets, parce que le monde était pas au courant. Méchante, il faut qu'on s'habitue. C'est la babyface la plus naturelle de toute l'organisation. Mais là, elle n'est pas fine parce qu'elle fait des fourchettes dans les yeux. Et surtout, Asuka est méchante parce qu'elle a ressuscité le Green Mist du Great Muta. Mais les gens étaient contents qu'ils gagnent. Fait que là, il faut qu'ils s'habituent au fait qu'ils sont pas fines. On a essayé de réappuyer ça à Raw en les opposant à Becky et Charlotte pour justement que Asuka peut-être devienne la prochaine aspirante de Becky en tant que méchante. Ça a l'air d'aller vers ça. Mais tu sais, regarde, le combat n'était pas annoncé, il n'y a pas vraiment de rivalité. Ces championnats-là sont stagnants de toute façon. Ils essayent de peut-être mettre un peu d'énergie là-dedans. C'est comme, les Kabuki Warriors, on aime ce qu'ils font. On va essayer d'ajuster un petit peu la gimmick. Moi, je suis rien contre. Je ne vais pas capoter non plus, on s'entend. Mais le Green Mist, c'est toujours le fun. Puis ça remet Asuka dans d'autres choses que courir après la ceinture de boîte 24/7 comme une poule pas de tête. Là, au moins, elle lutte ce qu'elle fait avec excellence. Donc, ça, c'est un des changements de titre. Mais l'autre changement de titre qu'on s'attendait peut-être un petit peu, Charlotte a regagné pour la 72e fois le championnat. 10e, plus précisément, mais quand même. J'étais proche. Donc, Bayley, ça vient de finir là. Charlotte rentre dans le nouveau SmackDown comme championne. Combat correct, c'est une dizaine de minutes. C'est bizarre, parce qu'il y a beaucoup de luttes aussi depuis vendredi dernier, mais j'ai pas de souvenir particulièrement clair de ce match-là. Ça ressemble à tout ce qu'on fait déjà. C'est ça, du point de vue du storytelling, il n'y avait rien de particulièrement marquant. Non, c'est ça. Le but était de Charlotte est la championne. On rentre dans ce draft-là avec elle comme championne. De quel côté elle va être repêchée? Ça reste à savoir. C'est malheureux pour Bayley, parce que moi, je commence à embarquer de plus en plus
plus. Là. Bayley avec plus d'attitude, plus de crunch. Elle n'est pas ruinée. Elle va continuer de tourner autour de la ceinture pendant un petit bout de temps. Donc, je pense que c'était une décision. C'était pas nécessairement la décision incontournable, mais c'est une décision justifiable compte tenu du contexte actuel. Charlotte est particulièrement fiable comme une championne et très marketable également. Donc, voilà, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Donc, c'est ça. Hell in a Cell n'était pas un fiasco sur toute la ligne. Quelques bonnes décisions. On arrive à Raw. Là, t'en as parlé. On parle pas du combat Hell in a Cell. C'est une nébuleuse. Mais là, surtout, cette édition-là de Raw en particulier, moi, ma grande question, c'est à qui tu t'adresses? C'est qui ta foule pour ça? Je sais pas. Surtout, les fans étaient restés avec un goût amer dans la bouche à la fin de Hell in a Cell. Là, la première chose que tu proposes à tes fans après Hell in a Cell, c'est Raw. Avec quoi est-ce que Raw décide de commencer? Avec fucking Bobby Lashley tout nu dans le lit avec Lana. Je me sentais insulté. Là. Je bouillais dans mon salon. D'habitude, là, ce genre d'angle-là, je vais rester un peu relativement insensible. Je vais faire comme, OK, c'est comme 15% divertissant, mais là, je trouvais ça... Surtout là, dans la mesure où la WWE se targue là, de montrer que ils sont donc bien à l'écoute des droits des femmes, là, la Women's Revolution et tout. Mais en bout de ligne, ils continuent quand même de rouler des angles où des femmes comme Lana, c'est genre la méchante, puis pauvre Rusev, il est donc bien pas chanceux d'avoir une femme qui le trompe comme ça, puis maudite bitch, puis non, mais on peut-tu passer à autre chose, là? Je sais pas s'ils se disent, c'est ça que les gens aimaient dans l'ère attitude, on va leur redonner. Fuck that, là, on est dépassé ça depuis longtemps. Ou à la limite, là, fais un segment de 2 minutes de ça, là, genre entre la 2e puis la 3e heure, quand on est déjà semi-endormi. Commence pas ton hostie d'émission. Excusez-moi, mais j'étais vraiment de mauvaise humeur. 15-20 minutes. Non seulement le contexte, on va mettre la note topless au lit, ça va faire lever, comme Vince McMahon avec Trish dans le temps, qu'il trouvait tous les prétextes du monde pour la déshabiller. Mais non seulement le contexte est vraiment boiteux, les lignes qui ont été dites, le texte écrit, là, Lana est pas fine parce qu'elle a annulé le compte conjoint. Ben oui, c'est ça. Tout ce qui t'appartient, c'est à moi. Puis toi, t'as Rousseff qui est le dindon de la farce dans le milieu du ring pendant ce temps-là. On est dans quelle année? Sur quelle planète vous vivez de... On va brouiller la carte entre la réalité puis la fiction pour... Tout le monde s'en fout. Rousseff a vraiment juste l'air du dernier des imbéciles. La limite n'est pas brouillée entre la réalité et la fiction parce qu'il n'y a personne qui pense que c'est peut-être vrai, là, cet angle-là. Il essaie de mousser ça avec des images de Rousseff et de la note tirée de Total Divas là, pour nous rappeler que c'est un couple dans la vraie vie, mais personne ne pense qu'ils ont des vrais problèmes. C'est aussi la façon que cet angle-là a commencé la semaine dernière. C'est une entrevue backstage. Puis la fille qui pose à Rousseff, la question qui est sur les lèvres de tout le monde, c'est qu'est-ce qui se passe à la maison entre toi et Lana? Je suis comme, oui, on dort sur les lèvres de tout le monde. Qui s'est posé cette question-là? Personne pense à eux depuis genre 6 mois à peu près. Donc, non, ben de mauvaise humeur. Mais non, c'est ça. Fait que, tu t'as parlé de Total Divas, c'est peut-être un raccrochement maladroit à la série qui a commencé la semaine passée, je pense. Mais tu sais, tout ça pour dire que là, c'est ton angle pour lancer Raw après un pay-per-view que tout le monde se posait des questions de c'est quoi votre thinking en arrière de tout ça. Au moins, Rousseff a gagné sa confrontation. C'était quoi? C'était Randy Orton puis King Corbin qui riait de lui. C'est ça. Au moins. Mais c'est parce qu'il a été énergisé par la frustration de la cocufication. Ouais, il est coquifié. Ouais, c'est ça, il est coquifié. Hey, non, mais tu sais, on est là, on parle de lutte. Il faut qu'on justifie ça aux gens qui n'aiment pas la lutte, parce que c'est un peu ça aussi, le Raw et SmackDown, avec l'élargissement de l'auditoire. C'est que tu as des nouveaux spectateurs qui vont s'inviter, et c'est ça que tu leur présentes. T'es comme, wow, c'est rétrograde rare. Comme prochaine étape, c'est quoi? Là, on redonne une sitcom à Régent, puis... sur les coulisses d'un autre métier méconnu, genre la plomberie selon Régent, je sais pas. On est-tu rendu là dans nos vies? Là? Mais non. Le fait que ça, Raw ouvre comme ça. Et moi, j'ai complètement décroché. Là, comme tout ce qu'ils m'ont donné après, j'étais pas capable de l'apprécier. Il n'y avait pas grand-chose non plus, mais
tu m'as tellement mal lancé ça que là, après, justement, les Kabuki Warriors viennent affronter Charlotte Bayley. Je me dis, mais c'est correct. Donne-moi-les, ça va. Ton main event, c'est juste Tyson Fury contre Braun Strowman qui font le spot classique là, de ça prend le vestiaire au complet pour séparer les deux brutes, puis ils vont réussir 5-6 fois en l'espace de 10 minutes à se ressauter l'un sur l'autre. Ça aussi, on s'en fout dessus de Tyson Fury et de Cain Velasquez. Là, ben, peut-être que ça s'inscrit, comme tu le dis, dans la volonté d'accrocher des nouveaux fans, peut-être des fans de MMA ou de boxe qui, veulent donner la chance aux coureurs à la lutte parce que, il y a une espèce de buzz ces temps-ci, mais le problème, c'est que tu vas pas juste accrocher les nouveaux fans, tu risques peut-être de perdre ceux que tu as déjà, peut-être pas à long terme, là, mais ça fait baisser l'intérêt. Puis surtout que tout ça s'inscrit dans le build-up de Crown Jewel, un autre pay-per-view dont on se tabarouette comme du plus profond de nos êtres. Donc, ça devrait être un moment où la WWE step up sa game pour faire face à la compétition et on est en train d'assister au contraire absolu. Non, là, la WWE récolte son chèque de Fox, son chèque du prince arabien. Et tu le sens, parce que là, ils font un gros show de boucan en plus le vendredi cette semaine. Conférence de presse très, très sportive avec Cain Velasquez, Tyson Fury, Brock Lesnar et Braun Strowman, comme si tu annonçais un combat de boxe ou un combat d'MMA. Mais ils n'ont rien d'autre à annoncer qu'ils vont se croiser à Jeddah, à Crown Jewel. Je sais pas comment ils vont le spinner médiatiquement. Et là, en plus, quelque chose qui n'est pas dans leur contrôle, mais ça s'inscrit dans la semaine où la NBA et la Chine est en conflit diplomatique. Donc, tous les médias sportifs sont déjà en mode politisé, où là, il faut expliquer les conflits entre la Chine et Hong Kong, l'implication de la Chine avec la NBA, mais aussi l'implication de la Chine avec plein d'autres sports, parce qu'il y a de l'argent en Chine que à peu près tous les groupes américains veulent aller grappiller. Donc, tu sais, tout arrive là, puis là, tu dis, nous autres, c'est pas la Chine, c'est l'Arabie. Non, oui, c'est mieux. C'est bien mieux l'Arabie Saoudite. Il n'y a rien là. On s'en lave les mains. Donc, ça, c'est leur gros show. Tu l'as dit, on finira avec Tyson Fury. On implique Cain Velasquez, qui est soudainement le parrain de Dominique. Oui. Au moins, Rey Mysterio était bon, mais encore là, j'étais tellement désinvesti que c'est comme... Cain Velasquez a lutté 2 matchs dans sa vie. Là. Tu vas-tu le mettre vraiment en 1 contre 1 contre Brock Lesnar? Il a lutté des matchs de lutte professionnels? À AAA, oui. Ah, ouais, okay. Il s'est entraîné à sa défense. Okay. Ça fait à peu près 1 an qu'il s'entraîne pour de vrai. Il prend ça au sérieux. Il a bien paru à la AAA, mais c'était un 3 contre 3 avec des lutteurs d'expérience. Cody t'es impliqué là-dedans. Puis tu avais des gros vétérans du Mexique. Il a fait 2-3 spots. C'est ce que tu lui demandes. C'est un gros gars imposant avec un background de légitime combattant. Donc, tu lui fais faire ça. Mais là, tu l'enverrais tout seul contre Brock Lesnar dans un ring. Yeah, boy. Non, c'est ça. Moi, j'ai aucun intérêt pour ça. Puis on veut juste donner de la chair à broyer à Brock Lesnar. Ouais. Brock Lesnar qui, d'ailleurs, est redevenu champion. On n'a pas eu l'occasion d'en parler dans SmackDown. Okay. Le SmackDown commence avec un nouvel habillage visuel, nouveau décor aussi. Tu as des décors différents à Raw et à SmackDown. J'ai quand même apprécié le segment d'ouverture. The Rock était annoncé. Forcément, on va mettre la plus grosse vedette que la lutte a jamais produit en segment d'ouverture. Et non seulement on met The Rock, mais on le fait interagir avec Becky Lynch. Ça vient encore une fois nous rappeler à quel point la compagnie est enthousiaste par rapport à Becky Lynch. C'est d'habitude, quand tu fais venir une légende comme ça, tu t'en profites pour lui faire donner le rub à quelqu'un. Habituellement, les hommes vont s'entre-rubber entre eux, si on veut, mais là, c'était... ça sort bizarre un peu. Mais là, donc, The Rock dit c'est Becky Lynch qui est présentement la plus haute dans la business. Et par extension, on vient confirmer aussi que Baron Corbin, c'est peut-être le top heel de Raw ou de SmackDown. Tu sais, t'as Brock Lesnar aussi, mais avec tout le mal qu'on a pu dire par rapport à Baron Corbin, force est d'admettre qu'il travaille fort, puis il est en train de récolter ce qu'il a semé. Et même le lendemain ou le surlendemain, The Rock sur Twitter a fait une publication où il remercie Baron Corbin. Il dit que ce sont des gars qui travaillent vraiment fort, qui le respectent super gros. Fait que, mais j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui va peut-être faire en sorte que les fans qui aiment donc ça haïr Baron Corbin, pas en étant des marques, mais en disant « Ah non, mais il est pas bon parce qu'il comprend pas vraiment la business » ou un truc du genre. Là, peut-être ça va faire tourner le vent puis changer d'opinion par rapport à lui. Puis préparez-vous, parce que King Corbin
va main eventer un WrestleMania dans le prochain 5 ans. Non, ça va arriver. C'est dans les cartes et regarde, ils nous le donnent depuis des années déjà, ça fait au moins 2 ans. Ils voient quelque chose en eux. C'est un produit 100% WWE. Il a appris à lutter à NXT. Ils n'ont pas de raison de ne pas investir du capital dans King Corbin parce que la réaction est toujours au rendez-vous. C'est ça. Ce qu'on pensait du X-Pac Heat est devenu quelque chose de légitime. Tu peux ne pas l'aimer. Je capote pas ma vie sur Baron Corbin, mais c'est vrai que c'est énormément amélioré. On n'est pas du tout à l'époque du Lone Wolf de NXT avec les cheveux gras, qui savait pas trop ce qui se faisait dans un ring. Là, il prend du heat. Il était avec The Rock et Becky dans le ring, puis il paraissait pas mal. Non, il leur renvoyait la balle, il a pris les coups. C'est le méchant que les gens vont aimer voir se faire maltraiter. Ça en prend dans la lutte. Ça a toujours été efficace. Dans les années 80, là, Bobby Heenan, 50% de sa job, c'était de faire capoter le monde quand il mangeait finalement un coup de poing dans la face du gentil qui était tanné de se faire harceler verbalement. Pogne un nerf, tapoche sur Bobby, la foule explose. C'est un rôle vital dans l'organigramme de la lutte. C'est comme si on était... depuis une couple d'années, les fans de lutte voulaient des méchants qui sont cool, des méchants qui peuvent aimer, mais un méchant, il n'est pas censé être aimable. On aimait bien, mettons, Kevin Owens, c'était le méchant, mais il était cool, fait que on pouvait, quand il arrivait, on le huait pas, on avait le goût de l'encourager, mais Baron Corbin, on n'a pas le goût de l'encourager. Donc, à bout de ligne, c'est peut-être lui qui fait le mieux sa job de tout. Moi, je pense qu'il a fait très bien, comme quand Stone Cold tapait sur Vince. Vince était absolument répréhensible, puis on était tous contents que hey, Vince s'est fait envoyer à l'hôpital. Tu veux susciter cette réaction-là, ton méchant est dans le trouble, ta foule est contente, mission accomplie. Exact. Là, Baron, son costume se fait détruire, il se fait ridiculiser, Becky et The Rock le tasse au début de SmackDown. Tout ça, c'est bon pour lui. Puis ton nouveau SmackDown lance sur OK, c'est une formule classique. Moi, j'ai aimé ça. Le décor est vraiment cool. Honnêtement, ils ont mis du budget. Là. On s'entend qu'ils se sont dit, OK, on est rendu dans les Major League. On va rehausser le niveau de tout ça. Je sais pas si vous avez remarqué, ça dépend si vous le regardez sur YouTube, juste des extraits, vous n'aurez pas vu la différence. Mais quand vous l'écoutez à TV, ils ont changé les caméras depuis la semaine passée pour SmackDown. Ça donne une esthétique encore plus léchée, un peu plus cinématographique. Donc, c'est pas le même nombre d'images secondes, je pense, dans ces caméras-là. Donc, ça donne vraiment... ça rehausse de façon efficace le produit. La seule affaire que je trouve qu'ils sont allés un peu trop loin, comme d'habitude, parce qu'ils vont souvent trop loin, ils ont réintégré la maudite réalité augmentée. J'allais là. Et c'est comme ça, c'est non. Jamais. Hey, moi, voir un gros chien géant quand Roman Reigns arrive, je ne veux pas voir ça. Mais tu sais, des fois, c'est réussi, comme quand c'est Charlotte, c'est juste des espèces de petites étoiles en 3D. Je trouve ça marche. Si le monde dans la foule ne peut pas le voir, je veux pas le voir dans ma TV. C'est comme une règle simple. Si t'es pas capable de le montrer, le jour où tu vas avoir des hologrammes de réalité augmentée que je vais voir assis dans l'amphithéâtre, vas-y, garde-toi. Mais si c'est juste un extra pour la télé qui te coûte une fortune puis qui me donne strictement rien de plus, perds pas ton temps. Alors, tu me rappelles, on était à WrestleMania à New York. J'ai pas réécouté, en fait, WrestleMania à TV, mais tu me fais réaliser qu'il y avait sûrement plein de ces affaires-là pendant le show, mais on en a pas vu. Non, nous autres, on avait le décor de très, très, très loin. On a vu des écrans. C'est ça. On a vu des ombres qui se chamaillaient dans le bas de l'aréna, de l'aréna du stade. Puis, tu sais, parler des ajustements de SmackDown, là, je vais le dire là. Moi, je trouve que Michael Cole et Corey Graves, c'est une des très bonnes paires d'annonceurs, commentateurs. C'est parfait. C'est un duo. Tant mieux, puis comme ça, j'aimais bien la dynamique quand même avec Baron Saxton puis Tom Phillips, surtout Corey Graves puis Baron Saxton, sauf qu'en bout de ligne, c'est vrai qu'il y avait peut-être un petit peu trop de temps dans l'émission où Corey Graves était en train de s'ostiner avec Baron ou en train de l'intimider. Là, en étant une formule juste les deux, il va pouvoir se concentrer sur l'action essentiellement, fait que ça va peut-être contribuer à rehausser le produit. Moi, je trouve ça plus concentré. Je pense que 2... Moi, c'est une dynamique que j'aime mieux à la lutte que 3. Puis souvent, en plus, quand ils sont 3, t'interchanges les voix. Fait que c'est même pas clair qui fait quoi. Fait que s'ils ont tous des personnages un peu différents, t'es comme ça devient juste du bruit. Tandis que là, à 2, Michael Cole est straight, Corey Graves fait de la couleur,
Merci, bonsoir. C'est vraiment efficace. Fait que, tu sais, SmackDown a déjà cette présentation-là qui fait plus sport sérieux. On est à Fox. Fox en fait la promotion pendant le football de la NCAA, pendant le football de la NFL. C'est un big deal. Pendant leur bulletin météo également. Oui, on a eu le bulletin météo sur les postes régionaux avec The Fiend. Les lutteurs de la WWE vont être invités dans les trucs de Fox, tout comme des personnalités de Fox sont invitées à la WWE. J'ai vu hier ou avant-hier, c'était comme une émission de cuisine avec Braun Strowman, comme dos à dos avec une cook qui lui donne des instructions, les deux, qu'il faut qu'ils fassent un lobster roll. Puis j'avoue, moi, j'aime bien ça, les émissions de cuisine. Fait que là, je suis comme, hey, une émission de cuisine avec des lutteurs en plus, mes deux passions qui se réunissent. J'ai écouté les 20 minutes au complet. Moi, je trouve que c'est juste du positif. Puis, tu sais, on a eu Erin Andrews qui fait l'entrevue avec Kofi Kingston, puis The New Day. Fait que, tu sais, t'as Erin Andrews, journaliste très sérieuse de sport, très ancrée NFL, qui vient se faire des mouvements giratoires par Biggie puis Xavier. C'est divertissant, tu sais, ça choque pas personne, c'est juste un beau mélange de styles. Et c'était un petit peu aussi le dernier hurrah pour Kofi qui... On est rendu là. 8 secondes. Une prise, un F5, c'en était fait de Kofi. Je m'attendais à un petit peu plus. C'était surtout dans la mesure où on a souvent parlé de cet événement-là. C'est presque mythique dans le petit paquet. Beast in the East. Ça fait quoi, genre 4-5 ans là, maintenant? Mais le main event, ou en tout cas, un des matchs, c'était Brock Lesnar contre Kofi Kingston. Kofi n'était pas champion du tout. Je pense que le New Day existait à peine à ce moment-là. Puis il avait quand même offert une plus grande, disons, adversité à Brock Lesnar dans le cadre de ce match-là. Là, maintenant, Kofi est champion depuis 6 mois à peu près. Effectivement, il a battu des grosses pointures, Randy Orton, etc. Donc, on s'attendait à ce qu'ils perdent, mais un F5 seulement. Ça, là, sérieux. C'est un peu insultant. C'était écrit dans le ciel. Brock Lesnar va être champion pour rentrer à Fox. OK, c'est beau. C'est votre plan, fine, mais pauvre Kofi. Ça a fini, là. Claque des doigts. Laissez-le au moins se battre un peu, montrer que même devant l'adversité, il va demeurer courageux, puis il va refuser de se séparer de son titre facilement. Surtout aussi quand on voit que, tu sais, je pense que c'était, mettons, à Seth Rollins, par exemple, tu sais, Brock Lesnar, il a déjà pris quelque chose comme 4 F5 à peu près pour avoir le dessus sur lui. Donc, pourquoi maintenant Kofi, ça n'en prend rien qu'un quand il n'est même pas essoufflé en début de match, tout de suite, un F5, ça y est? Non, l'effet de surprise / c'était vraiment, vraiment pas une bonne décision. Moi, j'étais, pas fâché, j'avais pas le goût de briser les affaires, mais j'étais comme... Vraiment, tout ça pour nous amener Cain Velasquez après. C'est surtout là-dessus que tu veux mettre l'emphase. C'est le fait que Cain Velasquez est là. On s'en fout de Cain Velasquez, comme rien contre Cain Velasquez. Il a eu une belle carrière UFC et tout ça. Mais là, tu nous vends de la lutte, un nouveau produit à Fox. Tu as probablement 1,5 million de personnes de plus qui te regardent. Et c'est le message que tu envoies. C'est ton champion des derniers 6 mois que tout le monde appréciait. On le tasse pour faire un sideshow avec Cain Velasquez puis Brock Lesnar qui va aboutir en Arabie. Come on. C'est vraiment pas fort. Et qui va aboutir en Arabie, puis je veux dire, on s'entend que ce qui se passe en Arabie Saoudite, ça n'a aucune influence sur ce qui va se passer après. Là, le lendemain, c'est comme si ça n'aurait jamais existé, ce show-là, puis on va reprendre les activités régulières. Ben non, c'est le jour de l'Halloween, en plein milieu de la semaine. Tout le monde s'en fout. Puis là, c'est ça. Là, on a le prochain 3 semaines, ça n'en va être que ça. Il y a la conférence de presse. Moi, ce que j'ai peur, c'est que là, c'est le draft vendredi. J'ai peur qu'ils brisent le New Day. La façon qu'ils ont maltraité Kofi, c'est-tu là qui décide de juste pas donner de finalité au New Day, puis de juste le sortir de là, puis de l'envoyer à Raw, puis c'est comme, really? Tu sais, comme, je dis pas que c'est ce qu'ils vont faire, j'ai pas d'insight, je dis juste la façon qu'ils l'ont maltraité en termes de booking, comme il a décidé d'y aller tout seul, ça fait plusieurs fois qu'ils mettent l'emphase sur Kofi va aller défendre tout seul pour montrer qu'il est capable, qu'il n'a pas besoin de nous autres. C'était-tu une façon, tout ce temps-là, de nous l'amener vers la fin du New Day? J'espère que non. Ça serait une erreur parce que The New Day nous ont montré qu'ils sont capables de se réinventer systématiquement. Là, ça fait, il y en a combien des factions comme ça qui sont capables de rester à l'avant-plan pendant plus de 6 mois à peu près. Eux, ça fait comme 4 ans à peu près là, qui roulent leur boss. Ils sont encore aussi populaires. Puis justement, ils sont très marketable également. C'est parmi tout le vestiaire, si tu as bien une équipe qui peut te permettre d'aller chercher
chercher les enfants, ben c'est de New Day. Puis je veux dire, c'est quand même une partie de l'auditoire qui était importante. Puis la WWE assume depuis longtemps que désormais, il offre un produit PG. Ben aussi bien être cohérent, puis essayer de s'adresser à cette clientèle-là. Puis de New Day, ben c'est eux qui te permettent de le faire. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de sous-entendus sexuels dans ce qu'ils font, mais les enfants, ils sont imperméables à ça. Ils ont les crêpes. Puis la seule affaire qui est abordable quand tu vas acheter des trucs au shop, c'est la petite maudite corne qui allume, puis tout. Que j'ai fait un mouvement de fisting pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'il y a un innuendo clair avec cette corne dans le milieu du front-là. Les espèces de dildos avec des straps. C'est ça. C'est ça. Voilà, pour des enfants, c'est une corne de licorne. Pour des adultes, ça finit avec une bouteille de vin un samedi soir. Donc, tu sais, The New Day pourrait peut-être être brisé, mais sinon, SmackDown, ce qui devait arriver, arriva. Là, techniquement, Shane McMahon, ciao bye, là. Kevin Owens a gagné le match d'échelle. Bon match. Au moins, bon match, justement, dans SmackDown, il y avait le segment d'ouverture qui était réussi, puis ce match-là, très réussi également. Très réussi, mais tu sais, moi j'étais ultra archi saturé. J'avais pas vraiment envie de le voir. Ouais. Je me doutais que Shane allait tout donner, faire son elbow drop d'une table. T'sais. Il a sorti son catalogue d'affaires casse-cou. Ah, correct, c'est fait. On peut-tu ne plus jamais en parler? Débarrassez-moi-en, faites ce que vous voulez. Qui signe des chèques en coulisses, je m'en sac. Je ne veux plus voir Shane McMahon à la télé. That's it, je suis tanné, fini. Ça fait longtemps, là. Puis Kevin Owens mérite mieux que ça. Il a perdu son temps avec Shane beaucoup trop longtemps. Il fait rien, là, sinon il est en mode... le peu de momentum qu'il a eu à la fin de l'été, c'est terminé. Là, il a gagné une victoire émotive. J'espère qu'ils vont rebondir de la bonne façon. J'espère. Parce que là, le repêchage va être un indicatif où il l'envoie. J'ai l'impression qu'il va retomber à Raw, lui. Je sais pas. Puis on sait pas non plus, est-ce que NXT repêche dans cette affaire-là, tu sais? Ah, bonne question. Est-ce qu'il y a genre des lutteurs qui vont tomber en deux cracks, puis je suis comme, on n'a pas de plan pour toi, tu t'envoies NXT, tu sais? Tout est possible, j'imagine. Ou est-ce qu'ils vont aller piger du monde de NXT straight up? Peut-être que Shayna va être repêchée sans jamais perdre sa ceinture, tu sais. Regarde, ça a déjà été vu dans le passé. Ça a déjà arrivé, il me semble. Asuka était montée sans avoir perdu sa ceinture. ceinture. Asuka n'a jamais perdu la ceinture NXT. Elle l'a laissé vacante. Ça a été son send-off. Les Viking Raiders, même chose. Dans le temps, War Raiders, ils ont changé de nom 8 fois. C'est ça. Eux autres n'ont jamais perdu leur ceinture. Ça aussi, c'est un point positif de Raw, par exemple, les Viking Raiders. Je sais que toi et François, vous les aviez suivis pas mal moi, je les adorais, au Japon là. Auparavant. Moi, je les connaissais pas bien. Finalement, la force est d'admettre que vous aviez raison d'être enthousiaste. Ces gars-là sont assez rapidement imposés, comme je pense, la meilleure équipe Raw et SmackDown confondus. Parce qu'ils savent pas quoi faire avec, mais là, ils ont finalement compris, on va les laisser lutter, puis le monde va finir par embarquer dans Raw puis Hanson. Je me souviens pas c'est quoi le vrai nouveau nom. Ivar puis Eric, je pense. M'entorche, là. Moi, c'est War Machine. War Machine fait ce que War Machine faisait avant. Ils font exactement la même chose. Ils ont enlevé une ou deux manœuvres du répertoire, mais c'est les mêmes signaux, les mêmes dynamiques. C'est Hanson, 300 livres, qui fait des roulades. Ça marche avec le monde. Fallait juste les laisser lutter puis pas les faire perdre contre n'importe qui, n'importe quand. Donc, au moins, ça, il y a ce positif-là. Là, le repêchage s'en vient, puis on a une édition de SmackDown vendredi. C'est le vendredi, regarde. C'était la première, ça a cartonné à fond. Ils ont eu au-dessus de 3 millions de codes d'écoute. C'était à prévoir. C'était la promotion qu'ils ont faite. Est-ce que ça va se maintenir? Je sais pas. Un autre truc qu'on ne sait pas si ça va se maintenir, c'est la guerre du mercredi soir. La semaine dernière, All Elite a gagné au niveau des codes d'écoute. Ah oui, de loin. De loin, là, comme assez facilement sur toutes les démographies, à part les plus vieux qui ont par habitude à la NXT. Là, on avait un peu un avant-goût de ce que ça va avoir l'air de façon hebdomadaire. Là, c'était un petit mercredi. Il n'y avait rien annoncé, pas de grosse surprise. Il y avait un championnat Cruiserweight à NXT. D'ailleurs, ils ont officiellement changé le nom du titre. C'est plus le championnat de 205 Live, c'est le championnat Cruiserweight. J'étais sûr que ça s'appelait déjà le championnat Cruiserweight. Avant, c'était le tour. Tu sais, comme c'était des changements subtils. La ceinture est restée identique, mais là, maintenant, dans les identifications et tout, on est revenu à la nomenclature Cruiserweight. Donc, c'était le seul combat de championnat annoncé. Donc, on n'utilisait pas un gros hook à NXT pour voler le spectacle. Puis All Elite, eux, c'était dans la continuité. On vous a juste laissé sur un cliffhanger semaine 1, revenez semaine 2. Donc, continuité, quand même, l'émission a commencé fort avec Jericho qui annonce la création officielle de sa nouvelle faction qui s'appelle Inner Circle. Je sais pas pour les autres qui ont grandi dans les années 80-90, mais moi j'ai eu la chanson Ah la 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 long, Ah la 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 long, long, les long, long, long dans la tête toute la soirée après, qui était interprétée par le célèbre Inner Circle. Il y a juste toi qui se souviens, je pense que c'était Inner Circle qui chantait ça. Peut-être, parce que la tune jouait dans Bad Boys, c'est le jeu. En tout cas, fin de la parenthèse. Et grosse promo, par exemple, de Chris Jericho au début de l'émission. Puis, tu sais, on nous disait que dans
dans AEW, on allait être moins dans les promos scriptés du début à la fin. Puis on a vu justement à quoi ça pouvait ressembler. Puis on nous a rappelé également pourquoi ils ont décidé de faire de Chris Jericho leur premier champion. Parce qu'il est tellement à l'aise, justement, dans un contexte où il peut un peu improviser, rebondir sur les réactions de la foule. Donc là, on a eu une promo qui a duré quasiment une dizaine de minutes, mais qui avait l'air organique. Là, on était pendu à ses lèvres. Il a bien beau dire, Chris Jericho, qu'il n'y a pas de guerre avec la WWE. Il y a quand même des flèches qui ont été lancées, notamment quand il est en train de parler de Jack Hager. Et là, la foule se met à scander We the People, donc en faisant hommage à son personnage de Jack Swagger. D'ailleurs, je pense qu'il continue avec la gimmick de We the People à Bellator aussi, du moins c'est ce que j'ai vu passer. Mais Chris Jericho, il dit non, arrêtez de faire ça. Ça soque. En fait, c'est le résultat de mauvaises décisions créatives et ça n'arrivera pas ici. Donc là, tu sais, forcément, là, toutes les smarts sur Internet ont fait comme oh my God, la guerre est ouverte. C'était quand même un beau segment. Puis sinon, belle émission. J'ai pas écouté au complet. J'ai regardé surtout des highlights. J'ai bien aimé voir Darby Allin faire son intervention en descendant la rampe en skateboard à la fin. Donc, moi, on va voir du skateboard intégré dans de la lutte. Je suis bien enthousiaste par rapport à ça. Puis Darby Allin, ils lui ont donné une belle place. Va être l'aspirant au titre de Chris Joe. Puis tu l'as dit, là, pourquoi Chris Jericho est champion de All Elite? Pour ça. Ça te prenait un vétéran, ça te prenait un moteur pour plein de choses et ça te prenait une opposition au gars de The Elite. Parce que All Elite Wrestling, c'était The Elite. Mais tu sais, il fallait que tu casses tout de suite ce moule-là. Donc là, tu as une faction, tu as un groupe de méchants, Inner Circle. Ton champion du monde est méchant. Et ils sont tous disparates. Là. Ils n'ont aucun lien entre eux, mais en une promo, Chris Jericho nous a installé Sammy Guevara, nous a bien présenté les anciens des LAX, comme pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là. Jack Hager, c'est quoi ton rôle? À Eddie Guerrero. C'est ça. C'était super efficace. Chris Jericho sait c'est quoi la lutte. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Il n'y a personne qui va lui dire « Hey, c'est comme ça que ça marche, chef. » Non. Tu le laisses aller, tu lui donnes les grandes lignes, puis il va t'amener où tu veux qu'il t'emmène. Et ça, là, All Elite l'a compris. L'action se passe dans le ring, se raconte dans le ring, mais il faut quand même que tu aies du narratif autour. Et là, Chris Jericho ouvre l'émission avec ça. D'un bout à l'autre, l'émission, je l'ai regardé, ça a été mon choix hier. C'était pas un feu roulant, c'était une émission de lutte avec des bons et des moins bons combats. Moi, je trouvais que le rythme était bon. J'ai comme pas été désintéressé, mais on a eu la belle surprise de Private Party qui élimine les Young Bucks du tournoi par équipe. Oui. Moi, c'est ce que j'avais prédit parce que tu voulais pas réavoir un Young Bucks contre les Lucha Bros tout de suite en demi-finale. Il fallait que tu espaces ces combats-là. Donc, c'est une belle façon d'éviter la redite. T'envoies les jeunes se faire démonter par les Lucha Bros pour les envoyer en finale, possiblement contre Dark Order. Donc, ça, moi, je trouve que c'est une bonne décision. Les Young Bucks n'avaient rien à gagner d'être les premiers champions par équipe de toute façon. Ils vont être dans les grosses histoires. Donc, tu installes tes petits jeunes. Après ça, tu as Darby Allin contre Jimmy Havoc. Ceux qui ne connaissaient pas ni un ni l'autre les avaient vus dans des combats à plusieurs. Mais là, tu as un beau combat 1 pour 1. Darby Allin est sorti comme une tonne de briques. Son finisher là, qui fait juste se lancer de dos en restant droit dans les airs, ça va faire mal à son corps à long terme. Il est scrap dans 10 ans. Mais c'est spectaculaire. Ouais, c'est spectaculaire. Puis c'est pourquoi il est descendu en skateboard à la fin. Parce que c'est lui le prochain en ligne pour affronter Jericho. Donc, ça, c'est... Ce qui a été le plus habile, je pense, de All Elite, c'est les croisements entre les histoires. Parce que oui, tu as les histoires principales, mais tu as aussi plein de sous-histoires. Par exemple, Jon Moxley a eu son premier combat à la télévision contre Shawn Spears. À la fin du combat, Kenny Omega vient relancer Moxley, mais pas comme Moxley a fait la semaine passée. Il vient pas juste l'attaquer. Il se présente sur la rampe avec un bâton de barbelé d'une main, un balai entouré de barbelé de l'autre. Moi, je suis le cleaner, je garde le balai. Il lance le bâton à Moxley. Tiens, c'est à toi, qu'est-ce que tu vas faire, chef? Là, t'as juste une espèce de duel de western, lequel qui dégaine en premier. Et là, de nulle part, il était à la table des commentateurs. Le bâtard de Pac arrive, donne un coup de chaise à Kenny Omega. Et là, c'est comme, ben oui, c'est vrai, Kenny Omega puis Pac, ils se sont battus dans un pay-per-view. Il y a encore ça qui reste sous-jacent. Donc, Pac fait cadeau de Kenny Omega à Moxley. Il a vraiment fait le signe, tiens, je te le livre à terre, fais ce que tu veux avec. Et Moxley a juste fait, non. On va s'en revoir une autre fois. Il a laissé le battre là et parti. Et ça, tu peux le faire dans ce contexte-là. Les fans vont comprendre les nuances. Moxley et Omega, il n'y a pas un méchant et un gentil là-dedans. Mais il y a une animosité entre les deux. Sauf que là, tu établis que
OK, mais il y a d'autres choses qui gravitent autour de tout ça. Pac est encore dans le rétroviseur. Moxley va avoir d'autres adversaires aussi éventuellement. Et là, tout ça t'amène au bordel du combat principal. C'est un combat par équipe. On se doutait que ça allait finir en foire après tout ça. Le frère de Cody est en équipe avec Hangman Page. Combat correct, c'était sans histoire. C'est surtout l'après-combat où là, tout le monde s'invite. Cody vient reprendre sa vengeance contre Jericho. C'est une fin d'émission qui ressemblait un peu à celle de la semaine passée. Ouais, par exemple. Ça ressemblait au vieux Nitro dans le temps que c'était bon. De ce qu'on aimait de Nitro, quand la NWO était sur sa montée, c'était pas tant les combats. Les combats, c'était de la lutte, c'était tel que tel, c'est la formule. Mais après, t'avais toujours un truc, genre, soit la NWO prenait le contrôle du show, ou t'avais un groupe de récalcitrants de la WCW, genre Luger, Sting et compagnie, qui réussissaient à chasser la NWO du ring. C'était un ou l'autre, selon la semaine, et ça te donnait toujours cette espèce d'impression de, quand les caméras s'éteignent, t'as l'impression que le bordel n'est pas fini. C'est ça. T'es comme, hey, je manque de quoi, là, comme, faites-moi pas ça, je vais revenir bientôt. Puis ils ont recapturé cette espèce de frénésie-là avec notamment le retardement du heel turn de MJF qui, encore une fois, ça, c'était bien réussi, il s'est fait proposer texto une place. Viens-tu dans l'Inner Circle? C'est là. Non, il est fidèle à Cody. Ça, là, quand ça va exploser, le monde va capoter. C'est intelligent de l'étirer. Il est magnétique, le MJF. J'en reviens pas. Je sais pas, on dit souvent qu'il est bien jeune. Je sais pas quel âge, je dois avoir 23 à peu près. 24-25, il est jeune. Je vois pas de monde dans lequel ce gars-là ne devient pas une super vedette de la lutte. Puis ça, je pense qu'ils l'ont compris. Fait qu'ils vont le nurture en anglais. Ils vont le soigner comme il faut pour qu'il se développe bien. Et tu sais, je dirais pas que c'était une meilleure émission que la semaine passée, parce que la semaine passée, c'était des gros combats. Je pense qu'en termes de télé, un petit soir de semaine, qu'est-ce que je vais écouter? Si ça ressemble à ça, All Elite, même si les combats sont pas mémorables, moi, quand l'émission est terminée, j'avais un feeling positif. Puis là, c'est pas... venez pas nous dire « Ah, je suis vendu All Elite », puis tout ce qu'ils font, c'est de l'or, puis ils pourraient me chier des licornes dans la bouche, puis je vais les prendre. C'est pas ça le point. Le point, c'est que c'est une autre façon de le faire. Puis pour l'instant, il y en a des défauts, là, mais l'emballage complet, moi, je trouve que c'est une bonne production. Contrairement à NXT. Ben, pas contrairement. NXT aussi, c'est bon, mais cette semaine, ça paraissait un peu plus qu'il n'y a pas les mêmes moyens, qu'il n'y a pas la même amplitude. NXT filait plus petit. Ouais, je sais pas. Dans les extraits que j'ai vus... Notamment, c'était comme une espèce d'enchaînement où on voyait bien que The Undisputed Era était en danger. Une promo de Velveteen Dream à l'endroit de Roderick Strong, alors que Undisputed Era est dans le ring. Et ça enchaîne immédiatement avec l'arrivée de Tommaso Ciampa. C'était un moment de lutte qui était très bien. Puis, tu te dis, ça avait l'air plus petit, mais avoir l'air plus petit, c'est pas nécessairement négatif parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est apparu cette semaine dans l'offre de lutte sur Internet pour l'instant. La NWA, on en a parlé un petit peu au cours des dernières années. En fait, c'est une fédération qui a une extrêmement longue longévité. Elle existe depuis longtemps, basée à Atlanta. Et donc, on savait que depuis quelques années, c'était Billy Corgan, le chanteur des Smashing Pumpkins, fan de lutte, qui avait mis le grappin sur la NWA, mais on avait l'impression qu'il n'y avait rien qui était véritablement fait avec cette fédération-là. Bon, lors du premier gala de la All Elite, All-In, il y avait un match justement de championnat NWA, c'était Cody contre Nick Aldis. Moi, à ce moment-là, Nick Aldis ne m'avait pas particulièrement impressionné, mais je le connaissais pas, là, en toute honnêteté. J'avais eu le match, fait comme OK, fine, c'est un lutteur comme un autre. Et là, depuis cette semaine, sur YouTube, donc on n'a pas besoin d'habiter à Atlanta là, pour avoir accès à ça sur notre TV locale, il y a NWA Power avec 3 R. Donc, cherchez ça sur YouTube, une émission d'1 heure environ, avec un look vraiment vintage. Là. Eux autres, ils vont pour le retour de la lutte en studio. Là, ils n'ont pas dans des arénas comme c'est le cas pour Ross McDown à AEW, puis même dans une certaine mesure pour NXT, donc dans une salle de spectacle plus que dans un studio. Et ils vont à fond dans l'ambiance années 70, années 80, dans les polices qu'ils choisissent, dans le genre de décor. Même, j'ai l'impression, dans les micros, dans l'habillement des gens. Super bon, la production. Et Nick Aldis,
commence l'émission avec une promo que j'étais, my God, ce gars-là, il devrait être plus connu. C'est une des super bonnes promos que j'ai vues cette année. C'est le début de leur émission et il se met over lui-même comme champion en disant, je suis le meilleur champion, mais il en profite pour mettre over tout le reste du roster également, dire, on est la meilleure compagnie parce que tel champion, c'est le meilleur, les équipes, c'est nous autres qui sommes les meilleurs. Je fais comme, OK, c'est ça que tu veux de la part d'un champion. Et plus tard dans l'émission, il affrontait, comment il s'appelle, Tim Storm. Donc un vieux routier, je pense qu'il a sûrement déjà été champion NWA dans une époque plus je dirais pas sombre, mais où personne ne s'intéressait à la NWA. Et lui aussi livre une promo vraiment super honnête qui vient du cœur. Je veux dire, pour une compagnie de laquelle je ne connaissais absolument rien, j'étais super investi pour ce match-là. C'est 1 heure par semaine. J'avoue que là, ces temps-ci, il y a déjà beaucoup de luttes à écouter, mais ça, c'est quelque chose qui file vraiment différent. AEW, on a l'impression qu'ils essayent quand même si leur roster est différent, de reproduire un peu la formule de la WWE. La NWA décide d'aller ailleurs, de nous rappeler un peu l'époque de la jeunesse, de l'époque des territoires où la lutte était plus petite. Puis pour l'instant, c'est sûr, c'est une émission, mais super intéressant. Puis Jim Cornette, c'est lui qui est à la table des commentateurs. On peut ne pas l'aimer. Il s'est souvent mis le pied dans la bouche, Jim Cornette, mais ça reste quand même un monstre sacré de la lutte professionnelle. Donc, il vient ajouter une crédibilité à ça. Quand même, je vais rester attentif à ce que NWA Power a à nous offrir. Non, c'est ça. On voyait le projet venir de Corgan, puis on était comme, quand Billy Corgan a acheté ça, essentiellement, il a acheté la ceinture puis l'historique. Ça lui a coûté pas une bouchée de pain, genre 1 million, 1,5 million, mais il y avait la propriété intellectuelle du titre NWA. Pour ceux qui sont moins familiers, le championnat NWA, ça a été porté par Dusty Rhodes, par Ric Flair, des années 70-80, c'était une alliance de plusieurs fédérations sur plusieurs territoires, et c'était comme un peu comme la régie officielle qui légiférait tout ça, et le champion NWA se promenait. C'était un champion itinérant qui venait défendre. Il arrivait en Géorgie, tu affrontes le meilleur de la place, tu t'en vas, tu es en Caroline la semaine d'après. C'était ça, l'aura NWA. Et depuis que Corgan l'a racheté, Nick Aldis a été champion, Cody a été champion un petit peu. C'était ça le problème un peu, c'est qu'il n'y avait pas de port d'attache. La NWA donnait des spectacles une fois de temps en temps, et sinon le titre était défendu dans d'autres fédérations, dans d'autres galas. On essayait de faire un peu des histoires sur YouTube. Tu vois qu'il y avait un intérêt pour mousser ça sur le web, mais il n'y avait pas une grosse direction. Là, ils ont fait, OK, ça va être ça notre move. Donc, c'est gratuit sur YouTube. Tu l'as dit, la production est très rétro, très télécommunautaire un peu, mais c'est léché, c'est pas cheap. C'est juste un choix esthétique. Et on se dit, ben écoute, on n'a pas un gros show. Ils n'ont pas des grosses foules, ils n'ont pas le pouvoir d'attraction de la E, mais ils ont un bassin de lutteurs. Fait qu'ils se sont dit, on va essayer de mousser l'intérêt pour notre produit. Nick Aldis, super ambassadeur. Si vous êtes familier avec la TNA d'il y a plus de 5-6 ans, c'était Magnus. Donc, il s'est fait un nom là-bas comme champion crédible. Moi, je l'aime bien, Nick Aldis, comme champion de BOA. Contre Cody, ça avait permis de le voir à la Ring of Honor, notamment. Donc, tu sais, il y a une certaine visibilité. Et là, la NWA, sans dire qu'elle s'est complètement détachée de Ring of Honor, justement, l'instauration de Power fait que NWA, c'est son entité. Allez-y, c'est sur la chaîne officielle de YouTube. Ils ont déjà 250 000 vues en comme 3 jours, 2 jours. Il y a un certain succès. Je ne sais pas si ça va se maintenir comme ça tout le temps, mais si le spectacle a l'air de ça, c'est l'émission gratuit, why not? Donnez-y une chance. Puis là, la lutte gratuite sur YouTube, t'as NWA, mais All Elite Wrestling ont aussi compris que c'est de même qu'ils ont construit leur bassin de partisans avec les Young Bucks, avec toutes les Being the Elite de ce monde. Donc, ils offrent AEW Dark. Dans le fond, ils enregistrent des matchs non télévisés durant Dynamite et ils nous les donnent gratuitement sur YouTube. Ce qui devient main event pour la WWE, par exemple. Donc, mais ça, c'est gratuit sur YouTube aussi. Donc, t'es pas obligé de t'abonner au câble, t'es pas obligé de courir après. Suis la chaîne YouTube de AEW. Ça va apparaître sur ton fil éventuellement. Donc, la semaine passée, c'était des combats par équipe, notamment les Lucha Bros contre les Best Friends et tout ça. Et l'épisode de cette semaine qui s'en vient, les combats enregistrés, on va voir Kenny Omega contre Joey Janela. Match hardcore. Gratuit sur YouTube. Quand même que c'est juste un 10 minutes sans l'ampleur d'un pay-per-view. Je veux voir ça, moi. Donc, All Elite a compris qu'il faut qu'ils entretiennent leur bassin de fans fidèles sur les internets. Les internets. Je suis l'air d'une vieille personne quand j'ai dit ça de même. NWA, c'est clairement son angle d'attaque, de s'établir comme peut-être la fédération
fédération web, parce qu'ils n'ont pas de télédiffuseur crédible encore et tout ça. C'est peut-être juste une façon de se magasiner un contrat télé aussi. C'est pas impossible. C'est légitime. Mais pour l'instant, moi, la production web me va amplement. On a enfin, puis ils n'ont pas juste un champion du monde, ils ont un champion, je pense que c'est nord-américain et par équipe. Ou, en tout cas, il y a une ceinture secondaire que Colt Cabana a eu un certain temps. Là, je pense que c'est James Storm, le champion. Là, j'ai pas cherché officiellement, mais me semble. Donc, tu sais, ils ont rattrapé le bagage de ces ceintures-là. Donc, on a une autre fédération qui s'impose, plus Impact qui est pas mort, plus la lutte locale. Je manque de temps, là. C'est quoi, tu sais, on dit une de perdue, 10 de retrouvée. Ben, t'as Lucha Underground qui a été perdu, puis ça fait qu'il y en a plein d'autres qui apparaissent après. Le problème de Lucha Underground a toujours été, c'était de la super de bonne télé, mais t'avais comme pas de grande finale. Tu sais, oui, il faisait tout le temps une finale de saison, mais ça restait une émission de télé. Fait que, tu sais, sans l'espèce de pay-per-view à la fin pour te donner un objectif, ça faisait qu'après 5, 6, 7 épisodes, moi, j'avais une certaine fatigue avec Lucha Underground parce que j'avais l'impression de regarder un soap. Il n'y avait pas de grandes vagues. C'était très bon, par exemple. Quand j'ai vu les premiers épisodes, j'ai comme, oh, ça, c'est vraiment novateur comme façon de traiter la lutte avec les promos vraiment filmés comme, justement, une sitcom, là, quasiment. Mais j'ai jamais écouté une saison complète, par exemple. C'était long. Il y avait des pourtant, épisodes. Quand je commence en voyant les promos, je suis comme, wow, c'est cool. Puis après ça, je vois les matchs de lutte, je suis comme, OK, c'est de la solide de lutte, mais il y avait comme quelque chose qui m'empêchait de revenir. Ouais, puis il y a des gars, tu sais, Mil Muertes notamment, j'adorais ça. Puis on a eu Ricochet dans ce temps-là, il y avait un autre nom, tu sais, c'était plein de bons lutteurs. Il y avait cette fatigue-là. Puis si vous voulez plus de lutte encore, là, si vous êtes abonné à Amazon Prime, si vous fouillez les archives, là, il y a de la lutte de cachée dans Amazon Prime. Il y a une couple de documentaires et il y a je cherche le nom. Il y a la Chikara. Il y a 2 ou 3 saisons de Chikara d'enterrées dans Amazon Prime. Si vous êtes curieux, leur tournoi King of Trios, c'est très divertissant. Les Super Smash Bros, ils ont été là. Les Super Smash Bros ont lutté à Chikara. Il y a beaucoup de femmes aussi qui luttent à Chikara. Donc, tu sais, sérieusement, de la lutte, il y en a partout. Fait que c'est encore plus impardonnable quand la WWE, qui est supposée être qui est la plus grosse compagnie, nous offre quelque chose de paresseux comme il nous offre là. Sans dire que c'est de la grosse compétition, il n'y a personne là-dedans qui va renverser la WWE de Vince McMahon. Mais moi, en tant qu'amateur de lutte, si je veux ne pas regarder la une semaine de temps, j'ai de la lutte mur à mur pour me satisfaire. Puis ça, il faudrait qu'ils en soient conscients. Ils ne perdront pas le grand public, mais le noyau de fans plus comme habitués, ils ont tellement d'alternatives. C'est même pas drôle. Puis je te parle même pas de la lutte au Japon, puis de la lutte en britannique avec le streaming qui se trouve en claquant des doigts. Puis le noyau de fans habitués, ce qu'il veut voir, c'est certainement pas Lana puis Bobby Lashley sous les couverts. Sérieusement. Puis il va aller voir NXT. On en a presque pas parlé. Désolé aux fans de NXT. Moi aussi, j'ai hâte au combat de Ciampa la semaine prochaine. Walter contre Kushida, ça a l'air c'était bien bon. Je l'ai pas vu. Je veux le voir en fin de semaine. On négligera pas NXT. C'est juste que là, cette semaine, il y avait beaucoup de stock. Puis on est dans une position aussi ambiguë où nous, dans le fond, il apparaît sur le network aujourd'hui, le jeudi. Bon, on peut voir des highlights, on va se promener sur Reddit un petit peu, mais en même temps, si les gens nous écoutent aujourd'hui puis ont l'intention d'écouter NXT à soir, on ne veut pas trop spoiler non plus. Donc, on va essayer de trouver le juste milieu pour parler de NXT. On va s'ajuster, comme la WWE va s'ajuster. Puis pendant qu'on s'ajuste, nous, on va vous inviter à aller nous voir sur le RDS.ca, sur iTunes, sur Google Play, Spotify et surtout sur iHeartRadio. Écoute, tous les podcasts de la famille RDS se trouvent là. Le petit paquet en est un. On est un des plus vieux podcasts de la famille RDS. On est quand même fiers de ça. Puis on va être là la semaine prochaine comme d'habitude parce qu'on lâche pas. Non, c'est ça. Jamais. Puis aussi, là, je me suis rappelé qu'on avait un petit peu négligé notre Instagram au cours des derniers mois. Donc là, j'ai pris les choses en main. Je me suis mis à faire des stories littéraires. Donc, il y a une photo de Mme Bovary. Le monde était comme, what the fuck, pourquoi Mme Bovary? Ben écoute l'émission, tu vas savoir pourquoi. On va savoir des extraits exclusifs de ton livre sur l'Instagram. Ben écoute, si c'est ça que ça prend pour avoir des nouveaux followers, je vais en mettre des extraits. En exclusivité, les premières pages du livre de Mathieu qui va être publié à la fin du mois. Sur notre Instagram, le petit paquet RDS. Sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine avec François Côté. On va le traîner par le chignon du cou, maudit lâcheux. Puis on vous dit ciao. Ciao.